Alors ici Isabelle, on est un peu entre deux lieux différents, Ouais. verger Ouais, et puis truffière. exactement. La haie périphérique pour protéger le verger par exemple du vent, pour apporter de la biodiversité. Et d'ici 6 ou 10 ans, sur cette jeune plantation truffière, on peut espérer la production et la récolte de truffes. Eh bien effectivement, dans les haies brise-vent, on associe une strate buissonnante, une strate intermédiaire et une strate d'arbres de Auger, mais aussi et surtout de freiner les flux d'air, les flux de vent dominants. C'est de bien choisir les essences en fonction de la culture en place, bien choisir la densité. Alors ici Isabelle, on est un peu entre deux lieux différents, Ouais. verger Ouais, et puis truffière. exactement, ouais. Un verger, une haie périphérique et une truffière qu'on a implantée ici. D'accord. Euh, Verger essence ancienne, c'est ça si j'ai bien compris? Verger de variétés anciennes et locales. Ouais. Et local. L'idée c'était de donner à voir aux agriculteurs ce qui était possible de faire en agroforesterie. Donc un verger qui vient diversifier la production, notamment par la production de fruits ici, Oui. qu'on peut faire pâturer par exemple avec des animaux. D'accord. Et ben, bien sûr, c'est pour replacer éventuellement à des endroits. La haie périphérique pour protéger le verger par exemple du vent, pour apporter de la biodiversité. Voilà, essentiellement. Et puis séparer physiquement des espaces. D'accord. Côté truffière, alors là j'y connais absolument rien, mais a priori on peut prendre plusieurs types d'essences différentes. Alors là c'est mycorhizé, c'est ça? Oui, Ça exactement. veut dire que ça a été traité avec, enfin entre guillemets, les champignons, Ouais, qui vont permettre de faire développer de la truffe d'ici combien de temps ici? c'est ça. Alors on inocule des On va plants avancer peut-être, forestiers, on inocule des plants forestiers avec truffe de Bourgogne ou truffe du Périgord. D'accord. Les pépinières Naudet sont producteurs de plusieurs essences en plants mycorhizés, du tilleul, du chêne, du noisetier par exemple. Et d'ici 6 ou 10 ans, sur cette jeune plantation truffière, on peut espérer la production et la récolte de truffes qui constituent du coup une diversification de revenus pour l'agriculteur par exemple. Ok, ouais, on peut utiliser un terrain qui n'est pas trop exploité ou, Oui. j'allais dire, dans un angle mal placé au Oui. niveau agricole. Un pour, terrain en pointe d'une parcelle, un terrain plus difficilement accessible, exactement. D'accord. Alors ici, on se trouve à côté d'une haie brise-vent, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors là, on a trois niveaux différents, trois strates. Oui. Quelle est l'utilité d'avoir trois strates? Eh bien, effectivement, dans les haies brise-vent, on associe une strate buissonnante, une strate intermédiaire et une strate d'arbres de Auger, D'accord. qui en fait vont permettre à la fois d'être favorables à la biodiversité, mais aussi et surtout de freiner les flux d'air, les flux de vent dominants, de façon à protéger soit les cultures, soit les troupeaux d'élevage qui sont derrière. D'accord. Et là, on a un paillage. Alors, quand on fait une haie, il faut mettre un paillage, pour protéger tout simplement le plant. Sinon, il est trop concurrencé par, j'allais dire, par les herbes qui se trouvent à côté, c'est ça? Ben, on attend deux choses au moins du paillage, c'est de maintenir les sols humides et puis de limiter la concurrence de la végétation, notamment les graminées par exemple, de façon à ce que notre plant puisse bien repartir. D'accord. Et là, on est sur un paillage à base d'amidon de maïs, c'est ça? Oui, Et il y a d'autres formules en biodégradable, quoi. Oui, on travaille uniquement avec des paillages 100% biodégradables. Là, c'est de l'amidon de maïs. Ça a l'air très solide. Oui, ça tient bien. Parce que là, ça fait combien de temps que c'est implanté? Eh bien, 3 ans. 3 ans. Ouais. Et Ok. on travaille aussi avec du coup des paillages en chanvre de plus en plus. En chanvre ou en jute. Fibre végétale. D'accord. Alors, quel est le principe des suivis biodiversité que vous mettez en place aussi alors? L'idée, c'est d'améliorer la connaissance sur les effets de l'agroforesterie, les bienfaits par rapport à l'agriculture. On a mis en place des suivis biodiversité, notamment des pollinisateurs et des carabes, de façon à améliorer la connaissance et voir si vraiment ces nouveaux aménagements sont favorables à l'agriculture. Alors ici, vous avez aussi une pâture. Il y a des essais qui vont être faits aussi où vous pensez qu'il y a un intérêt. Alors, ne serait-ce que pour l'ombrage pour les chevaux. Ça, c'est des choses que vous mettez en place aussi? Oui, on a beaucoup de demandes d'éleveurs de réimplanter des arbres dans les pâtures pour l'apport d'ombre essentiellement. Pour l'apport de fourrage aussi pour les animaux, notamment les bovins par exemple, et puis effectivement aussi l'apport de biodiversité en plus. D'accord. Et quelles essences ici?
Eh bien là, on a un frêne juste derrière nous, mais on a essayé de planter des aulnes, du saule. C'est des arbres qu'on va pouvoir ensuite tailler en tétard, donc on va venir étêter. Étêter, ça veut dire couper la tête, couper le houppier, donner les branchages en apport de fourrage au sol par exemple. C'est une pratique qui se faisait assez traditionnellement par les anciens et qui en fait permet d'avoir un arbre très vigoureux et un apport de feuilles pour les animaux. D'accord. En alimentation aussi. Oui. Intéressant. Alors ici, on est dans une parcelle qu'on pourrait vraiment définir d'agroforesterie. Quelle est la distance entre les rangs? Là, on a espacé les lignes intraparcellaires de 52 mètres. D'accord. Pourquoi on aurait pu faire un peu plus court? On aurait pu faire plus serré, on aurait pu faire 2 fois plus dense, c'est parfois ce qu'on préconise chez d'autres agriculteurs. 26 mètres pour prendre en compte la largeur des engins. Là, c'était un premier scénario prudent. Pour voir aussi l'effet, le comportement de la culture avec l'implantation de la ligne d'arbres et pour prendre en compte les habitudes de travail aussi de l'agriculteur. Il est souvent aussi parfois opposé, j'allais dire, à l'agroforesterie, que ça va avoir une nuisance sur le terrain qui est à côté. Moi, j'ai déjà vu des photos où on montre à côté de chênes, entre autres, que la culture est perdue sur une dizaine de mètres. Ici, l'intérêt, ça va être d'essayer d'adapter aussi l'implantation à la culture en fonction du sol, en fonction... C'est toute la subtilité de l'agroforesterie intraparcellaire notamment, c'est de bien choisir les essences en fonction de la culture en place, bien choisir la densité, l'espacement entre arbres, l'espacement entre les lignes, de façon à ce qui est vraiment un effet de symbiose, donc d'apport de la culture à l'arbre, de l'arbre à la culture, et limiter la compétition autant que possible pour l'eau, pour l'azote, pour la lumière. Alors on n'a pas forcément un recul de 80 ans pour savoir comment ça va se passer, j'allais dire, à l'avenir. Quelque part ici, le but du jeu, c'est de dire on ne va pas forcément amener un plus à la culture, mais on va essayer d'apporter aussi un revenu, parce que là on est sur des, j'allais dire quelque chose qui va nous apporter normalement un bois de taille, c'est ça? Alors ici, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est une vocation bois d'œuvre pour tous les arbres de Auger qui sortent des grandes gaines. Donc on a du noyer, de l'alisier, du chêne, et l'idée, dans 80 ans, 90 ans, c'est une diversification de revenus pour l'agriculteur. D'accord. Ça peut être là on est sur du long terme, du très long terme. On est sur un investissement pour du très long terme. On peut imaginer des pratiques qui permettent de dire, dans 30 ans, on pourra avoir quelque chose qui nous permettra une production, quelque chose, que ce soit en bois de chauffe ou... On a de la demande par exemple sur des fruitiers, les noix, les noisettes qui se vendent très bien en ce moment, qui peuvent très bien se prêter à de la plantation en intraparcellaire. On a sur du fruitier également qu'on peut envisager, du bois de chauffage pourquoi pas. Une haie tout simplement qu'on vient tailler pour produire des copeaux et de la plaquette forestière pour agrémenter des chaufferies bois à proximité. Donc il y a toujours une vocation utilitaire et même rien que la biodiversité, j'allais dire, ou la décomposition des racines et des feuilles qui permet d'améliorer la fertilité des sols. Ouais, on parle de manque d'engrais de fond à l'avenir. Voilà les feuilles qui vont tomber, qui vont aller puiser très profondément. C'est un apport de matière organique. Bon, en attendant, lorsqu'on fait un travail comme ici, techniquement, vous conseillez de faire une bande enherbée au départ pour faciliter l'entretien, parce que là, on l'a vu, il y a aussi de l'entretien. Oui, tout à fait. Oui, il y a un entretien de la bande enherbée qui est fait ici, mais effectivement, on conseille désormais aux agriculteurs, avant l'implantation de la haie, d'envisager l'implantation d'une bande enherbée avec un mélange de trèfle, notamment de pérenne, ou une bande fleurie, par exemple, ça peut être aussi envisagé. Ouais, qui va permettre pendant quelques années de maintenir et d'éviter trop de concurrence, quoi. Tout à fait. Ok, et c'est pareil au niveau du travail, on peut pousser l'arbre à aller plus profondément et non pas laisser ses racines pomper l'eau, j'allais dire, de surface, en travaillant la bordure, c'est ça? Oui, alors il y a un travail préalable à l'implantation des arbres sur la ligne qui est fait de décompactage, de sous-solage. Là, on va aller assez profond pour dire aux racines, allez-y, il y a de la place. 40-60 cm de profondeur, autant que possible. Là, on est quand même sur sol calcaire, donc un peu limité, pour encourager les racines des arbres à aller vraiment en profondeur et ne pas concurrencer les racines des céréales. Et puis une opération de cernage qui pourra intervenir
intervenir un peu plus tard. On va venir sectionner, couper les racines en bordure de la ligne d'arbre pour encore une fois les encourager à aller en profondeur. Ok, et donc il y a voilà, tout ce travail-là. Bon, on va devoir se quitter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir présenté un peu ça. Où est-ce qu'on peut trouver des ressources lorsqu'on s'intéresse à l'agroforesterie? J'allais dire, vous avez aussi j'allais dire, des formations, des conseils, comment ça se passe? Autant que possible, on essaie d'être présent alors, auprès des agriculteurs qui nous sollicitent, sur les salons, dans les séminaires, les congrès. Et il y a beaucoup de bibliographies, de plus en plus de livres qui paraissent sur l'agroforesterie, qui sont de très bonnes références. Ok, eh ben, merci beaucoup pour ces informations. Et puis si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller chercher des ressources parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est parfois contestable, parfois critiqué, mais auquel il faut, je pense, s'intéresser et se pencher parce que ça vient des sujets d'avenir, voilà, que ce soit pour la biodiversité, pour la production, pourquoi pas de bois énergie ou de bois tout simplement. Voilà. Merci bien. Je vous en prie, merci à vous.